Ok, bonsoir. Merci d'être encore là à 23h30 pour ceux qui sont là depuis le début. Donc je me présente, je m'appelle Meven Kouroub, je suis en Ing 3 en MTI. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on se demande qui n'a jamais eu l'impression d'avoir perdu un temps fou sur un projet perso, même quand c'était des trucs qui nous plaisaient. Et ben pour ça je vais illustrer cette question avec une expérience que j'ai eue sur un projet perso que j'ai fait ces dernières semaines. Et pour certains ça va être pas grand chose de nouveau, vous allez peut-être vous souvenir d'expériences similaires que vous avez eues sur des projets perso à vous. Pour les autres, ce sera peut-être des tips pour vos prochains projets perso, ou alors au mieux, vous allez apprendre des trucs sur la génération procédurale parce que c'est le cœur du projet que j'ai fait. Du coup, l'idée du projet à la base, c'était que moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la manipulation d'images. J'avais déjà plusieurs projets en C++ à mon actif pour jouer avec ça. Et je me suis dit, ok, maintenant j'aimerais bien faire autre chose que du C++. Je vais me mettre au langage de script, je vais faire ça en Ruby. Et ce sera l'occasion de faire la manipulation d'images avec une bibliothèque que je connais pas, dans un langage que je connais pas. Et comme ça, au passage, en plus, je pourrais apprendre des choses sur la génération procédurale, parce que c'était un sujet qui me plaisait à ce moment-là et qui attisait ma curiosité. Et en fait, en pratique, j'ai pas touché au repo que j'avais créé pendant 1 an et 4 mois. Je l'ai retrouvé il y a un peu moins de 2 mois sur mon GitHub. Je me suis dit, ah ouais, j'avais ça comme idée. Je pourrais vraiment faire ça parce que je kiffe toujours la génération procédurale. Et avec un peu de chance, peut-être que si je finis, je pourrais en faire une conf à la nuit de l'info. Le problème, c'est que j'avais plus qu'1 mois devant moi et du coup, j'avais pas envie d'apprendre un nouveau langage au passage. Et donc, j'ai finalement fait quelque chose en C++ avec une bibliothèque que j'avais déjà utilisée. Et je me suis concentré plus sur la partie génération procédurale et le projet en lui-même. Après avoir fait plusieurs heures de développement, je me suis dit, en fait, tout ce que je viens de coder, je sais le faire avec Photoshop, que je manipule depuis plusieurs années. Et donc, je vais refaire le même projet une deuxième fois. Et juste pour voir. Donc, je l'ai fait. Et maintenant, j'aimerais, avec vous, qu'on compare ces deux implémentations du projet, qui n'ont aucun rapport. Donc, pour ça, je vais je vais diviser ma présentation en 3 parties. La première, je vais parler du projet, génération procédurale, je vais essayer de vous apprendre des trucs. La deuxième, on va un peu faire du benchmark entre deux choses qui n'ont aucun rapport. Et la troisième, on va essayer de conclure quelque chose de cette expérience. Ok, donc pour commencer, une partie un peu apprentissage. Donc comme je vous ai dit, le cœur du projet que j'ai fait, c'est de la génération procédurale. Et j'ai utilisé ce qu'on appelle un bruit de Perlin, qui est le cœur de beaucoup d'algos en génération procédurale, surtout en 2D. Donc le projet que j'ai fait s'appelle, je l'ai appelé Erratic KMO, parce que erratic ça veut dire irrégulier, imprévisible, aléatoire, et KMO c'est l'abréviation de camouflage. Et donc en fait le but c'était de générer des textures type camouflage, comme on peut voir sur les habits militaires, et ce complètement aléatoirement, tout en ayant un rendu un peu réaliste. Donc comme j'ai dit, j'ai fait ça en C++ finalement, avec une bibliothèque qui s'appelle OpenCV pour ce qui est manipulation opération sur les images, histoire de ne pas recoder la roue non plus. Et j'ai mis le lien du GitHub si jamais vous avez envie de regarder ça. Donc ce projet, pour générer de manière un peu réaliste une texture du type camouflage, j'ai 5 grandes étapes. Déjà le bruit de Perlin en lui-même. Le bruit de Perlin, il va nous générer un motif en 2D très propre à l'algo. Il est comme ça et on peut après faire plein d'opérations dessus pour en faire quelque chose. Et du coup les opérations qu'on fait, une fois qu'on a un bruit de Perlin, on le binarise. Ça permet d'obtenir des taches de couleurs unies. Ces tâches-là, après, je les colorise. Je fais ça plusieurs fois, autant qu'il y a de couches dans la texture que je veux créer. Et après, ça me fait une texture type camouflage. Et après, on n'a plus qu'une petite étape d'ajustement, histoire d'avoir quelque chose un peu plus joli. Donc le rendu final, c'est ça. Donc là, c'est ce que j'ai réussi à produire avec mon projet. Donc on voit ce que j'ai dit. J'ai 4 grandes couleurs. J'ai du blanc, du noir, j'ai 2 gris. Donc ça fait 4 couches différentes. 4 bruits de Perlin différents, enfin en vrai 3 vu que le fond je peux le faire avec un seul, c'est vraiment le sujet. Et après, on peut voir que les tâches ne font pas tous la même taille, le noir c'est des grosses tâches, le blanc des petites tâches, donc ça c'est la partie plus ajustement dont j'ai parlé. Ok, donc maintenant on va parler de vraiment le cœur de tout ça, le bruit de Perlin. Le bruit de Perlin, qu'est-ce que c'est? C'est un algo qui a été développé par Ken Perlin dans les années 80. Ça a été développé dans les années 80 pour le film Tron, dont vous avez peut-être entendu parler. Et il a retravaillé dessus dans les années 90 pour l'améliorer et en faire la version qui maintenant est utilisée dans la vie de tous les jours et par les algos des gens qui jouent avec ça.
Donc c'est utilisé dans le jeu vidéo, dans l'animation 3D, dans les films, dans les effets spéciaux, dans plein de domaines. Et dans les petits malins qui veulent faire des projets perso pour apprendre du langage. Donc la différence avec un random normal, ça ressemble à ça. Donc là, on va dire qu'on a une centaine d'appels à une fonction random quelconque. Et on peut voir que ça nous donne une séquence de points complètement discontinue, 2 points consécutifs. Donc là, ils sont proches comme par hasard, mais celui-là et celui-là, ils sont quand même vachement différents. Et donc en fait, on a plein de valeurs complètement discontinues. Et si on avait la fonction random, ce serait une fonction qui donnerait une courbe discontinue, ce ne serait même pas une courbe, ce serait un ensemble de valeurs à des moments donnés. Le principe du bruit de Perlin, c'est d'avoir une courbe random, mais d'avoir une continuité. C'est que 2 appels au random consécutifs, on va dire à une distance proche, donnent 2 résultats proches. En fait, le random, c'est pas chaque valeur qui est random comme ici, c'est plutôt chaque pente à un moment donné. On peut voir que là, j'ai une grande pente, là j'ai une pente nulle, là j'ai une petite pente positive, et c'est cette valeur-là qui change aléatoirement. Donc ça, c'est un exemple à une dimension. Donc à une dimension, on l'a vu de l'esprit qu'on aura, c'est que l'aléatoire dépend d'une variable de temps. Là, on va dire qu'on avance dans le temps, et en fait, plus on va loin. En fait, le bruit de Perlin repose sur le fait que tout ce qui est aléatoire est généré une fois au tout début, et c'est la même base de séquence de valeurs qu'on utilise, et du coup après chaque calcul est en temps constant parce qu'on va juste regarder la valeur de la valeur du random à cet endroit-là, à ce temps-là. Donc là en dimension, c'est ça. On commence par faire un pré-traitement qui permet de générer une courbe comme ça, smooth, aléatoire, et après je dis ok, je veux le bruit de Perlin à un double qui vaut 5, un double qui vaut 6, un double qui vaut 7, etc. Et du coup j'aurai des valeurs aléatoires consécutives mais proches et liées les unes aux autres. Ça, c'est l'exemple en une dimension. À 2 dimensions, la vue de l'esprit, c'est qu'en fait, on va directement générer une surface, entre quelque sorte une zone, un terrain, et qu'en fait, c'est les positions à chaque xy, l'altitude à chaque position qui sera prédéfinie. Et donc après, on aura comme une chaîne de montagne. Donc là, voici l'exemple en 2D du bruit de Perlin. Donc là, le bruit de Perlin, vraiment le plus simple qu'il est. Donc on a 2 dimensions, x, y, et on peut voir que on a des altitudes différentes représentées ici par des couleurs. Et donc ce que je parlais de pente, c'est à quel point on passe rapidement du noir ou du blanc à un moment donné. Et en fait tout ce qui était altitude ici, c'est à quel point c'est blanc ou c'est noir ici. Donc c'est juste, on est passé à 2 dimensions. Maintenant du coup je vais servir de l'exemple à 2 dimensions pour vous expliquer un peu comment ça marche et comment je fais pour générer cette courbe smooth ou alors ces pentes à 2 dimensions smooth. Pour ça, en fait, il faut savoir que notre image, notre zone de pixels, elle est divisée en plein de petits carrés comme ça. Donc en gros, on va faire une grille où chaque croisement, c'est pas la petite grille blanche, la petite grille noire, pardon, c'est les pixels, c'est plutôt la grille où chaque croisement de cases, c'est les points violets que vous voyez dans les coins. Donc on voit les coins du carré que vous voyez. Donc je vais avoir n carrés. Donc là, je vais avoir 1, 2, 3, ça va être le 4e ici, etc. Et en fait, on aura des grosses zones dans notre zone en 2D, et c'est ça qui va faire que derrière les motifs qu'on génère, ils ont à peu près tous la même taille. Vous voyez ici, la tache noire ici, elle est à peu près aussi grosse que la tache blanche ici, à peu près aussi large que les 2 colonnes qui sont là, les 2 colonnes blanches. Donc en fait, certes, on est sur un truc random, mais on voit qu'il y a quand même, c'est quand même ancré dans un quadrillage. En fait, le quadrillage, il est déterminé par la taille de ce truc-là. Après, ce qu'on va faire, donc là, je vais zoomer sur cette petite zone-là. Maintenant, il faut savoir que derrière cette grille-là, derrière cette zone-là, on avait plusieurs couleurs. Un truc intéressant, c'est que chaque point a un coin violet a la couleur grise, par contre. Ok, maintenant, on va zoomer sur là-dessus. Donc là, ça, c'est une zone. On a une petite zone de 5 x 5 pixels. Et chaque coin, c'est la couleur grise constante, donc le 0. Sachant que, on va dire que -1, c'est du noir, et 1, c'est du blanc. Et maintenant, en fait, le random, vraiment, là où il va faire, c'est que il va générer à chaque point, à chaque coin de petite zone carrée, un vecteur random. Et ça, les vecteurs orange, par contre, c'est vraiment du full random. Ils n'ont aucun rapport les uns aux autres. Mais par contre, ils vont déterminer, en gros, la pente à ce point-là. Si c'était un petit vecteur, on aurait une petite différence de couleur avec le carré d'à côté. Là, on a des gros vecteurs, donc on peut imaginer que le carré d'à côté
aura une grosse différence de couleur. Mais là, c'est pas le but. Maintenant, en fait, on veut colorier chaque pixel de cette petite zone carrée. Et pour ça, en fait, on va juste interpoler la pente par rapport aux 4 vecteurs qu'on a. Donc ça, c'est juste des produits scalaires et après d'interpolation linéaire sur 2 dimensions. Et après, on rajoute encore une étape qui s'appelle du fading, c'est juste pour pas que ce soit, pour pas que les limites ici soient visibles. Mais bon, ça c'est pas, ça, après c'est juste de l'optimisation de rendu, c'est pas le but de l'algo. L'algo il repose sur ça, donc on va faire à intervalles réguliers poser des vecteurs random, donc moins qu'il y a de pixels. Et après, entre chaque vecteur random, on va déterminer l'altitude de ce point-là en fonction de la pente, la distance qu'il a avec les points auxquels sont associés une pente dans la zone où il est. Ok, j'arrête là pour la partie un peu mathématique et théorique. Il y a des vidéos très bien sur YouTube avec des accents russes ou indiens qui expliquent beaucoup mieux que moi comment fonctionne le bruit de Perlin et qui vont vous expliquer notamment les 2 étapes dont je vous ai parlé. Et puis le papier de Perlin fait que 2 pages, du coup il se lit très très bien. C'est rare de dire qu'un papier se lit très très bien, mais celui-là vraiment très bien. Il y a même un snippet de code en Java de quand il l'avait implémenté en 90, dans les années 90. Donc on peut même tricher et récupérer son code, au moins pour son serveur pour le comprendre parce qu'il est bien commenté. Bref, maintenant on va revenir à mon projet. Le problème de le bruit de Perlin pur, comme je vous ai dit, c'est qu'on voit un peu les motifs. On voit que les zones sont tous de la même taille. On voit à peu près le quadrillage qu'il y avait derrière. Donc pour ça, c'est pas vraiment utilisable pour faire quelque chose de réaliste et avec des formes aléatoires comme je veux pour mon look camouflage. Et donc en fait, on va utiliser une variante qui est assez connue, c'est-à-dire le bruit de Perlin dit en fractal, où en gros, on va juste prendre le bruit de Perlin qu'on avait, le refaire plusieurs fois, mais sur des échelles plus petites, et l'ajouter à l'image qu'on avait. Et du coup, en fait, ce qui fait que vous avez cet effet de nuage / de fumée, c'est que par-dessus le bruit de Perlin régulier et gros qu'on avait, on a rajouté plein de petits bruits de Perlin qui permettent d'ajouter de la granularité à l'image qu'on avait avant. Et donc ça, c'est ce que j'ai utilisé et ce qui permet de faire des choses un peu plus aléatoires et des formes moins accrochées au quadrillage qu'il y avait à la base. Ok, l'étape suivante, on a dit qu'il fallait binariser notre image. Donc là, une binarisation, c'est assez simple. Je vais juste appliquer un seuil. Tous les pixels plus clairs vont devenir blancs, tous les pixels plus sombres vont devenir noirs. Et après, l'ajustement, c'est juste choisir le seuil pour que les taches blanches ou les taches noires soient de la taille qu'on veut. Donc là, un exemple d'une binarisation quelconque. Est-ce que c'est... Bon, j'ai pas pris le même exemple, le même base que tout à l'heure, mais j'aurais pu. Et ok, donc maintenant là, on a fait ça. L'étape suivante, on a dit, il faut coloriser et superposer nos couches. Donc là, c'est simple, j'enlève le noir, je remplace le blanc par une autre couleur. Je fais ça autant de fois que je veux de couches, je superpose et j'ai ça. Donc là, maintenant vous avez juste compris comment j'ai obtenu ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, vous avez une idée générale de qu'est-ce que fait mon projet, qu'est-ce que j'ai codé et qu'est-ce que c'est à peu près l'algo que j'ai fait. Tout ce que je viens de montrer là, donc le bruit de Perlin, je l'ai recodé. La binarisation, c'est très simple, je l'ai recodé. Et après, supprimer des pixels et les superposer, pareil, c'est assez simple, je l'ai fait moi-même. Et c'est là que je me suis dit, je viens de recoder des choses que je fais tout le temps avec Photoshop, parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un qui utilise Photoshop assez souvent depuis que je suis au lycée, pour plein d'usages différents. Et du coup, je me suis dit, c'est marrant, tout ça, je sais le faire simplement, donc je vais le refaire. Et donc, je fais une version avec Photoshop. Pour que ce soit facile à être utilisé et pour que je puisse vous faire des mois un peu plus tard, j'ai juste enregistré une séquence d'actions. On peut faire ça dans Photoshop. En gros, ça s'appelle le menu Action et ça permet juste d'enregistrer une sorte de script. Et donc, on voit à peu près les actions que j'ai dit. Donc, créer des images. Le nuage, c'est le bruit de Perlin. Le seuil, c'est la binarisation dont j'ai parlé. Et après, je fais du copier-coller pour ajouter des couches, etc., etc., etc. Enfin, vous verrez ça quand ça tournera. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que maintenant je peux le lancer sur n'importe quel type de document, de n'importe quelle taille. Donc vous verrez ça tout à l'heure. Ok, donc là, j'arrive à un moment, j'ai fini mon projet 2 fois. Une fois je l'ai recodé, une fois je l'ai fait rapidement avec Photoshop. Maintenant on va s'amuser, je me suis dit, et si maintenant je m'amusais à les comparer, mais de manière assez pointue, à faire ce qu'on appelle un benchmark. Donc en effet, ça sert absolument à rien, parce que c'est 2 choses complètement différentes. Mais j'ai envie de le faire quand même. Donc là, pour ça, pour les critères que j'ai utilisés de comparaison, il y en a 2. J'ai utilisé le temps, donc le temps que j'ai utilisé pour le faire.
le temps pour se lancer et le temps de compute. Et après, le deuxième critère, c'est plus à quel point c'est facile d'utilisation et à quel point ça rend bien à la fin. Donc voici les benchmarks que j'ai sortis. Donc le tableau d'en haut, c'est en gros à la dizaine de minutes / à l'heure près le temps de développement de chaque version. On peut voir que la version C++ m'a pris du temps, surtout parce que je me suis beaucoup documenté avant sur comment fonctionne le bruit de Perlin, et que juste faire un bruit de Perlin tout seul, bah, ça demande quand même du temps. Après, les autres étapes, c'est 5 heures pour le reste, faire quelques ajustements, etc. La version Photoshop est bien plus rapide. La compilation, je l'ai mis par principe, mais bah, c'est assez con parce qu'évidemment, il n'y a pas de compilation dans Photoshop. Enfin, le truc, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Et par contre, ça, c'est vraiment intéressant, c'est que je me suis amusé à regarder lesquels tournent le plus vite. Et en fait, les deux tournent vraiment aussi vite alors que j'ai rien optimisé. Donc ça, les deux résultats que j'ai là, c'est des moyennes sur 5 à 10 lancers différents de chaque, sur la même architecture. Hein. Donc cela dans un terminal / Eraticamo, et ici appuyer sur Play dans Photoshop. La raison à ça, donc c'est mon avis, on pourrait me dire si vous pensez autrement, c'est juste que dans Photoshop, quand il lance un script, il affiche le déroulement au fur et à mesure dans l'UI, et du coup bah, ça fait du compute graphique et pour la fenêtre à faire entre chaque étape, qu'il n'y a pas vraiment besoin pour calculer tout ça. Donc à mon avis, Photoshop reste bien plus efficace parce que bah, c'est utilisé par des millions de personnes, donc normalement c'est bien optimisé, alors que moi c'est pas optimisé, hein, j'ai même pas multithreadé mes algos. Ok, maintenant on a pu voir que clairement en termes de temps, la version Photoshop c'est beaucoup mieux. Maintenant on va voir un petit peu pour ce qui est de l'utilisation. Donc juste je vais vous faire une petite démo. Ok, donc là c'est la version C++, donc il y a un morceau de code, c'est pas vraiment le but. Là je suis dans mon projet en dessous, je vais le lancer. J'ai pas compilé. Ok, donc je le compile, comme vous avez vu avant ça va prendre 16 secondes, donc à la place de vous laisser les 16 secondes, je vais lancer l'autre en attendant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-ci je peux le lancer sur n'importe quelle taille de document différent et je sais que ça n'impacte pas la performance, donc je vais volontairement le lancer sur un truc d'assez grande, de plus grande résolution que l'autre, mais ça n'impactera rien du tout normalement. Sachant que mon autre version en C++, elle ne crée que des images en 512 pixels. Ok, donc j'ai mon document vide. Là, j'ai mon script Eraticamo. J'appuie sur Play et vous allez voir à droite et à gauche, ça va faire les actions en temps réel. Donc là, ça crée des calques, ça fait plein d'opérations, ça rajoute de la couleur. Et là, juste le temps qu'il finisse le rendering, parce qu'en vrai, il a terminé le calcul. Donc c'est lent, désolé, je suis sous Windows parce que Photoshop ça tourne pas autrement. Est-ce que j'ai raté? Non, j'ai pas raté normalement. Si j'ai raté, c'est pas possible. Je vais relancer quand même, mais tout à l'heure il marchait. Hein. Ouais, ça marche, mais il n'y a pas les nuages. Ok, bon bah tant pis. Ah non, c'est normal. Ok, non, c'est normal. C'est les nuages prennent en couleur les couleurs de background, foreground qu'on définit à gauche. C'est bon, ça va marcher. Je retourne au début. Ok. C'est bon, là ça marche. On voit des formes en bas à droite. Ok, et donc là, après 3-4 secondes, ça génère ça. Et maintenant l'autre version. Donc, hop là. Je lance. Il est là. Et donc le résultat de la version en C++.
La voici. Donc ça, c'est du 512 pixels x 512, hardcodé parce que j'ai pas encore pris le temps de customiser tout le reste. Et à mon goût, je trouve que cette version rend beaucoup moins bien que l'autre, juste parce que les couleurs là sont crescendo. Plus c'est loin, plus c'est sombre. Plus c'est près, plus c'est clair. Et la taille des tâches n'est pas aussi pointue et aussi bien réglée que ce que j'ai fait ici. Donc en gros, à mon goût, je trouve que le résultat de la version Photoshop rend mieux. Je vais repasser sur les slides. Ok, du coup la dernière partie. Maintenant qu'on a vu ce que je pensais et qu'on a un peu comparé les deux, je vais chercher à conclure quelque chose. Mais évidemment, vous vous doutez bien, il n'y aura pas grand chose à conclure au final. Donc en résumé, j'ai fait le même projet 2 fois. Et la version que j'ai fait avec Photoshop, la plus simple à faire, à mon goût, elle rend mieux. Donc pourquoi j'ai fait ça, vous me direz. Et surtout, vous me direz, est-ce que tu as vraiment perdu du temps? Donc en effet, j'ai perdu du temps à faire la version C++, mais pas vraiment, parce que la base du projet, je vous rappelle que je voulais apprendre des choses sur la génération procédurale. Je voulais apprendre comment le bruit de Perlin fonctionnait, et ça, je l'ai fait. Maintenant, je comprends bien comment ça marche. J'étais capable de vous l'expliquer, même si j'ai omis plein de détails parce que j'avais pas non plus trop le temps. Et puis, même si le rendu est pas le même à la fin, j'ai encore du temps pour la version C++, je peux encore l'améliorer. Alors que la version Photoshop, je pense qu'elle est assez limitée par les fonctionnalités du logiciel et le fait que la génération nuage bruit de Perlin, elle est assez fixe, alors que le code, je peux faire plein d'autres générations comme je veux, des formes différentes, etc. Donc, au final, j'ai perdu du temps, mais pas vraiment. Et je pense que le plus important, si on prend du temps pour faire quelque chose, c'est d'apprendre quelque chose. Il faut différencier quand on veut utiliser quelque chose. Dans ce cas, en effet, il faut utiliser un outil qui est fait pour ça. Et il faut différencier comprendre quelque chose. Je pense que pour comprendre un concept comme celui que je vous ai présenté, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut le recoder. Et donc c'est pour ça que je l'ai fait, pour ça que je fais cette conf-là. Si vous avez envie de jeter un coup d'œil au code, contribuez peut-être, je vous remets le lien du GitHub. Les slides sont aussi en ligne si vous voulez les revoir. Et enfin, je vous ai mis mon mail si vous voulez m'emmerder ou me faire d'autres suggestions par un autre moyen. Et maintenant, je suis prêt à répondre à des questions si vous le souhaitez. Là, devant. Ok. J'ai une petite question. Pour les benchmarks que tu as fait, tu as testé sur des images de différentes tailles ou pas? Parce que ma question, c'était sur des images très très grosses. Est-ce que c'est pareil que sur des toutes petites images ou pas? Alors ouais, c'est une bonne question. Je l'ai mentionné rapidement, mais je comprends que tu l'as pas forcément retenu. Dans mes tests là, j'ai fait sur les deux en 512 pixels. 512 pixels x 512. La version C++ comme la version Photoshop. Après, Photoshop, j'ai fait plein d'autres tests pour voir. Et en fait, il prend autant de temps, quasiment. Enfin, j'ai essayé jusqu'à 8000 x 8000. Et il prenait autant de temps qu'en 512 avec ma façon de mesurer. Donc, je lançais mon chronomètre et j'arrêtais. C'est pas non plus incroyable comme façon de calculer. Donc, en fait, c'était en minime qu'il n'y a pas vraiment de différence. Et je pense que c'est parce que, comme je dis, le bruit de Perlin, il est pré-généré. Et après, chaque calcul a une position donnée. C'est du temps constant. Donc je pense que c'est pour ça que Photoshop, avoir une taille plus grosse, ça change pas grand chose. Ouais. Ouais, c'était pour savoir si tu as utilisé des optimisations de compilateur pour accélérer ta génération d'images et si tu as réfléchi à paralléliser ton algorithme de génération. Ouais, alors en effet, comme j'ai dit, j'ai très peu fait de personnalisation et j'ai quasiment pas optimisé, enfin même pas du tout, j'ai juste fait en sorte de pas faire du code dégueulasse quoi. Donc non, j'ai pas fait enfin j'ai compilé avec les optimisations par défaut de G++. Et en termes d'optimisation et parallélisation, je l'ai pas fait, mais c'est carrément faisable, vu que comme j'ai dit, tout ce qui est valeur de Perlin, elles sont calculées à un temps donné, et après c'est juste récupérer la valeur à un pixel donné. Et donc ça, clairement, c'est facile à faire. Et donc je pourrais paralyser et faire dans des zones sur mon image assez facilement. Et donc c'est une des améliorations possibles de mon programme, clairement.
Ok, je reviens là. Du coup, si c'est fini, je vais laisser la place au conférencier suivant.